radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Vendredi matin, si vous êtes en train d'écouter sur le live, il est un peu plus tard, il est quelques heures plus tard. Des endroits où il pleut, des endroits où il pleut pas. Si je regarde le radar, peut-être que c'est le cas chez vous. Il semblerait qu'au cours du week-end, ça va s'arranger pour le week-end de la fête du travail. Mon nom est Jeff Fillion. Beaucoup de choses aujourd'hui. Yes, sir. Thank you. Pour les gens sur le Prime, commençons avec ça. On a aujourd'hui Gilles Parent. On a également la boîte à Pids avec Jerry. On a aussi, je vous dirais, un super lab avec Mr. White. Et on a également Noah Gravel qui est venu jaser un petit 15-20 minutes avec nous tôt ce matin de son initiative. C'est un jeune qui a joué aux États-Unis pendant quelques années, qui est revenu avec le Rouge et Or et qui a appris aux États à partir des genres de patentes là, dans la communauté. C'est très sudiste américain, donc genre de patente. Puis sa mère aussi, c'est ce qu'il va nous dire. Sa mère a une influence sur lui à ce niveau-là. Donc, il veut redonner à la communauté, il veut aider les gens qui ont des maladies rares, entre autres, à dealer avec ça, payer les médicaments et tout. Donc, il nous explique tout ça dans un podcast. Mais tu sais, des fois, j'écoutais pas, je regardais le jeune. Les jeunes sont beaux, les jeunes sont bons. Des fois, on est dur avec nos jeunes, des fois, on est vraiment dur, trop dur avec nos jeunes. Oui, il y en a qui sont ordinaires, il y en a qui sont accrochés. Mais tu sais, je peux pas faire autrement. Je le voyais quand il m'a dit sa mère. Ça vient de la mère, ça vient de comment on éduque nos enfants. Puis ça vient du fait aussi qu'il est dans le sport. Quel beau jeune homme. Donc, joueur du Rouge et Or, jeune joueur du Rouge et Or, qui veut s'impliquer dans sa communauté. Donc, Noah Gravel va faire un bout de podcast avec nous. Donc, allez écouter ça, sérieusement, vous allez adorer le jeune. Beaucoup de choses aujourd'hui à jaser. Tiens, beaucoup de choses. C'est pas, le vendredi n'est jamais la journée la plus intense. On dirait maintenant qu'on est vraiment rendu une société où tout se passe beaucoup plus entre le lundi et le jeudi. Quoi qu'il arrive, un paquet d'affaires maintenant, sans arrêt, ça ne s'arrête pas jamais. Beaucoup de choses et en même temps, un peu de sujets qu'on a brassés cette semaine qui sont revenus au cours des derniers jours. Donc, c'est de ça qu'on va jaser pour ce petit segment-là, de faire le tour de quelques petites nouvelles. Une des choses qui est jasée, puis on l'a fait cette semaine, j'ai aimé notre discussion qu'on a eue. Yann Sénéchal, Frank n'était pas là cette semaine, Frank était en vacances. Si jamais vous n'avez pas entendu le podcast avec Yann, puis je sais que les gens sur le live, vous avez eu un bout de ça. Si jamais ça vous tente pendant la fin de semaine où c'est congé, vous pouvez vous joindre à nous autres. Il y a une semaine, il y a une semaine gratis. Si vous n'aimez pas, ben vous désabonnez, puis vous ne serez pas chargé à partir de la fin de la semaine d'écoute gratis. Donc, si vous voulez l'essayer, ben regarde, gênez-vous pas. Mais je pense que ça vaut la peine de l'écouter, celui-là. C'était une bonne discussion. Et ce que j'ai aimé de la discussion avec Yann, puis avec Jerry aussi, puis avec Mr. White qui a embarqué dans la discussion à un moment donné, c'est que c'est un sujet qui est hyper touché. Okay? Je sais qu'il est hyper touché parce que c'est très sensible. Puis il y a des gens qui sont, beaucoup de gens qui sont en crise sur les histoires d'immigration. Peut-être un peu plus, regarde, je pense qu'on doit le dire. Je pense que c'est l'immigration musulmane qui dérange plus. J'entends vraiment pas beaucoup parler de d'autres histoires d'immigration qui dérangent. Nos pays ont été bâtis avec l'immigration. Puis, il y en a un point de vue. Moi, j'ai un point de vue, je pense, qui est différent de Yann, mais qui en même temps est assez modéré. Tu sais, je ne fais pas partie de ceux qui sont les plus extrêmes là-dedans, mais il y a quelque chose qui me dérange, qui ne me dérangeait pas avant. Puis je pense que je représente beaucoup de monde. Donc, il y a des gens... J'ai pogné André Pratt. Est-ce que vous connaissez André Pratt? André Pratt, c'est un éditorialiste. On va le considérer comme un intellectuel québécois. C'est un gars que je respecte. On n'a pas les mêmes valeurs du tout. C'est un full patch libéral fédéraliste. C'est un Trudeau. Okay? C'est un Trudeau, c'est la grande ouverture. Plusieurs le voient comme étant un des leaders du camp du non, si jamais il y avait un référendum dans les prochains mois. Vous savez que PSPP n'a pas reculé, d'ailleurs. Hier, c'était la sermentation de Boissonneau. Et PSPP a dit non, je n'écouterai pas Lucien Bouchard, puis je vais faire un référendum dans un premier mandat. Moi, je pense que c'est une défaite. C'est une défaite. C'est une chance pour la CAQ. C'est peut-être une chance. Il arrive que peut-être un nouveau leader de la CAQ
Et si jamais PSPP reste accroché avec son histoire de référendum, je pense que c'est une défaite pour lui. Je pense que c'est une très mauvaise stratégie. C'est rare que je suis 100% d'accord avec Olivier Primo. Mais Olivier Primo, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, a écrit sur X que PSPP devait prouver que son gouvernement, parce que regardez juste l'équipe qu'il a en ce moment, c'est pas rassurant tellement. Je ne suis pas certain que demain matin, on met l'équipe du Parti québécois actuel, qui n'est pas l'équipe de 1976. Il y a pas mal de kidam là-dedans. Là. C'est correct, j'en suis un kidam, mais je ne veux pas être premier ministre non plus, puis je ne veux pas être ministre des Finances. Mais pour l'instant, on n'a pas d'équipe vraiment. Tu sais, souvent, on dit il y a Duhem, mais pas d'équipe. L'autre, Poilier n'avait pas d'équipe, etc. Une des pires, c'est celle du PQ. Là. Quand on parle de ne pas avoir d'équipe, celle du PQ, c'est grave. Là. Parce que rapidement, tu tombes dans la fille de Pornhub. Là. Ils sont pas ben là-dedans. Donc, c'est inquiétant. Moi, mon feeling, je mettrais 5 piastres à la table. OK? Puis, je suis un anti-CAQ. OK? C'est un des pires gouvernements de l'histoire. Mais 4 ans après l'arrivée du PQ, parce que les Québécois veulent du changement, donc ils veulent peut-être voter pour le PQ. S'il n'y a pas de référendum, ce serait le PQ qui serait au pouvoir. Mon feeling personnel, c'est que si vous mettez le PQ pendant 4 ans, dans l'état où est le Québec en ce moment, il y a des gens qui vont s'ennuyer de la CAQ. C'est drôle à dire, quelque chose aussi quasiment grave de dire quelque chose de même. Mais ça vous montre comment j'ai zéro confiance en 4 ans de PQ au pouvoir. Je pense qu'ils vont faire pire qu'à la CAQ. Je pense qu'ils vont être pires. Tu veux dire, ouais, mais ça se peut pas. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut parce que depuis que je suis au monde, le gouvernement qui a succédé le gouvernement d'avant a toujours été pire. Donc je ne vois pas comment celui-là pourrait changer la direction de la province. Mais une chose est sûre, Olivier Primo, je suis d'accord avec lui, PSPP doit démontrer avec son équipe qu'ils sont capables de redresser les finances du Québec, qu'ils sont capables de remettre le Québec sur ses rails. Puis une fois que le Québec est sur ses rails, puis moi, je pense que ça inclut, puis je sais que les péquistes ne veulent rien entendre là-dessus, là, ils nous montrent comment ils sont, ce sont des attardés au niveau mathématique. Mais l'histoire de la péréquation, eux autres, c'est comme si le Québec, c'est lui qui paye quasiment l'Alberta à les entendre. C'est une gang de cinglés. Là. Sérieux, c'est une gang de cinglés. Il faut que PSPP adresse les péquistes extrémistes caves qu'il y a sur les réseaux sociaux. Sérieux, c'est vraiment une gang de tarés. Des inbred, c'est carrément des inbred. Tu les lis, tu te dis, mais non, ça vient d'où, ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Il doit se raser la langue. Il y a quelque chose qui... Ça ne marche pas. On dirait c'est les pires colons que tu ne peux pas avoir, ces autres. Donc, PSPP doit se détacher. T'sais, souvent, on dit Éric Duhem doit se détacher des pirates. Ouais. Les pirates ne sont pas gênants, ben. Mais je vais te dire de quoi. Les inbred péquistes qui pellulent alentour de PSPP sur les réseaux sociaux, sérieusement, c'est une méchante gang de crotons. Là. Méchante gang de crotons. Donc, il faut que PSPP nous sorte de la péréquation. Il faut que PSPP remette les finances publiques. Donc, il faut diminuer la grosseur de l'État. Il faut être meilleur. Il faut être plus efficace. Il va falloir également, probablement, baisser la fiscalité, même s'il a dit, pour faire plaisir à ces enragés de péquistes, que « over my dead body, jamais je vais changer les taxes, puis ce sera toujours les mêmes impôts pour le Québec ». C'est quelque chose qu'il peut dire maintenant pour encourager. Je ne sais pas pourquoi ça passe, je vais avoir ça. Là. Je ne sais pas pourquoi les péquistes sont des pro-taxes et des pro-impôts. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. J'ai toujours pensé qu'ils sont plus étatistes que souverainistes. Et ce genre de patente-là me fait penser que j'ai raison. Mais il va devoir tout ça. Puis une fois qu'il nous a montré, ça va prendre quoi? 4 ans, peut-être même 8 ans faire ça? Mais peut-être qu'il va être capable d'aspirer à un pays si jamais on devient bon. Mais tant qu'on est médiocre, tant qu'on est pourri, tant qu'on est pauvre de même, il est impossible de faire un pays. Impossible. Et si j'étais lui, j'écouterais Lucien un petit peu plus. Parce que ça montre un genre de tu sais, on dirait un enfant qui est stocké sur sa patente, qui manque un peu de maturité, puis qui crie dans sa chambre, qui, tu sais, il veut juste essayer de montrer à la personne en autorité que lui, il sait, puis il a plus raison, puis il sait, il s'en va. Donc, un petit côté entêté qui risque de lui faire perdre. Moi, je pense qu'il va débouler dans les sondages. S'il s'accroche, déjà, on l'a vu dans les sondages, il y a quoi, 25% des gens qui voudraient voter péquistes, qui sont des fédéralistes, et on a vu à la dernière élection que les bloquistes sont prêts à voter anytime pour le parti le plus fédéraliste de la Terre, qui est le Parti libéral du Canada. Donc, ça vous montre que ce n'est pas des gens très, très, très solides. Donc, si j'étais lui, il est un peu testé, enfin, en passant, là.
Il est un peu testé. Il est testé sur son jugement. C'est une question de... oui, puis au-delà du jugement, je me demande si c'est pas un petit signe d'intelligence. Juste regarder les stats. Juste regarder les chiffres devant toi. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas faire ça. Parce que tu es aux portes. C'est pas que c'est mérité, mais en raison de comment la CAQ est mauvaise et qui risque de complètement disparaître, tu es aux portes du pouvoir. Ferme ta gueule. Non, pas capable de fermer sa gueule. Il va perdre le pouvoir à cause de ça. C'est certain que ça va devenir une élection référendaire. C'est fini. C'est fini après. C'est terminé. On va donner une chance au Parti libéral. Et si Éric Duhem est capable de se débarrasser de son chandail qu'il avait en 1995, eh bien, puis qu'il devient un des leaders du camp du non, c'est possible qu'Éric se ramasse avec une vingtaine de députés. Donc, ça peut être quelque chose de... Ça peut être quelque chose de... Ça peut être un game changer. Ça peut être un game changer pour l'élection qui s'en vient l'année prochaine. Donc, c'est assez vite, ça. Là. Le temps passe vite. Time goes by. Time goes by. Donc, une des choses donc, le sujet qui revient, c'est l'histoire de l'immigration musulmane. Puis comme je vous disais, on a eu une très bonne discussion cette semaine avec Yann Sénéchal. Puis, tu sais, Yann ne me surprend pas dans son point de vue. Puis je ne mets pas Yann dans la même gang que André Pratt. Puis je ne mets pas Yann Sénéchal dans le même groupe, mettons, que les libéraux fédéraux, que Trudeau, etc., etc. Mais je comprends très bien le fond de la pensée de Yann. C'est juste que... Puis j'étais probablement à la même place que Yann il y a quelques temps. C'est juste que j'ai changé un peu. Avant, ça ne me touchait pas. Il y avait rien pour que ça me touche. Tu sais, je vis pas en France. Oui, on est averti par le peuple français de faire attention à comment on fait notre immigration. Mais je veux dire, on n'y est pas. Donc, on n'y est pas. Même chose, je ne suis pas britannique, je ne suis pas suédois, je ne suis pas... Tu sais, je ne fais pas partie de ces pays-là où il y a un problème avec l'immigration musulmane. Donc, tant que ça ne nous touche pas, souvent, on est comme ça. Puis, ma deuxième résidence est aux États-Unis. Mais les États-Unis n'ont pas ce problème-là, sauf peut-être quelques endroits où il y en a plus. Michigan, Minnesota, ces coins-là. Mais c'est pas tu sais, l'immigration américaine, en général, elle est latino. Elle n'est pas musulmane. Donc, c'est pas le même débat. Ici, toute l'histoire des prières de rue... Pratt, lui, dit non, on est un peuple ouvert, puis la charte défend ça. La charte, oui, regarde, je suis le premier à défendre. Je suis le premier à défendre la liberté totale. C'est un sujet qui est dur parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est jusqu'où on va là-dedans, mais je serai toujours un grand défenseur de la liberté. Pour avoir la liberté, ça prend la liberté d'expression totale également, pour avoir la liberté, si on veut. Donc, à la base, ça prend la liberté d'expression. Donc, il faut être capable de dire ce qu'on a à dire. Puis, j'utilise ce droit-là pour démontrer que oui, je pense qu'il faut montrer une forme de tolérance parce que on veut que tout le monde... Mais c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de la liberté d'avoir telle ou telle religion, de pratiquer ou non une religion. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de gestes qui sont des gestes de provocation. Moi, j'ai rien contre la prière. S'ils veulent prier, si, mettons, ils ont leur propre parc, puis qu'ils font des prières dehors dans leur propre parc, ils ont acheté, je sais pas, ils ont acheté une ferme, ils ont acheté une place où il y a un immense terrain en pleine ville, puis qu'ils font des prières dehors, là, sur leur terrain. I don't care. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que ce qu'on fait devant certains symboles catholiques, c'est carrément un message qu'on nous envoie. C'est carrément... Puis si on tolère ça, ben, ils vont voir comment on est mou. Et s'ils voient qu'on est mou, puis on est tolérant, puis on est un peu niaiseux, ben ça finira jamais de grossir, cette affaire-là. Donc, à un moment donné, il faut le finir. Je comprends le principe de ceux qui défendent la liberté au niveau religion, mais c'est pas de ça qu'on parle. Puis, c'est un genre de sujet également qui nous permet de voir... je vous dirais, si nos politiciens ont une colonne vertébrale. Je sais que François Legault le fait parce qu'il n'y a pas de député élu. Je sais que si François Legault menait dans les sondages, il ne le ferait pas. Ça, je sais ça. Mais au moins, on va lui donner. Il serait prêt à intervenir. Puis je pense que c'est le gouvernement provincial qui doit intervenir. On ne doit pas laisser ça dans les mains des villes. Parce que les villes, entre autres Montréal, où ça se passe, ben la qualité des politiciens qu'on a, on les connaît. Là. C'est des gens de QS à grandeur. Soit des libéraux des QS. Donc, on sait que jamais ils vont passer une règle.
Puis finalement, ça ne se réglera pas. Donc, la preuve, c'est que Patrice Roy a parlé avec les 2 candidats à la mairie. Il y en a 3, parce qu'on parlait, il y en a plus que ça, là, mais il y en a 3 majeurs. On va parler avec M. Thibodeau cette semaine dans un podcast, dans la semaine à venir. Mais les 2 que les médias vont voir, ils ne vont pas voir M. Thibodeau. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils ne vont pas le voir. Donc, pour eux autres, il y a comme juste 2 candidats. Un candidat, une candidate. Le candidat qui remplace dans son parti Valérie Plante. Puis, il y a une libérale aussi. Là. Et les 2 se sont fait poser la question s'ils allaient légiférer sur la patente de prière dans les rues. Et les 2 ont choqué. Les 2 ont choqué. Ça vous montre quel genre de leader on a. Écoutez ça, c'est pathétique, sérieux. On veut laisser aux villes le soin de légiférer les prières publiques. Doit-on légiférer, oui ou non, les prières publiques à Montréal, M. Rabouin? Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. OK. Donc, Soraya Martinez-Ferrada, doit-on encadrer ça? Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics, ils nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense que faut respecter la Charte des libertés de tout le monde. Donc, c'est non. Là, vous entendez là-dessus, les 2, vous avez ça, c'est très drôle. Pas de chanteur country qui est pro-Trump, mais des musulmans, oui. On est dans le vivre ensemble. Ah ouais? C'est une association quelconque qui est capable de faire venir Donald Trump à Montréal dans un parc. Il arrive quoi? Le vivre ensemble, il arrive quoi avec? Gang de chokeux, gang de peureux. On le sait que c'est un problème, OK? Puis si vous voulez pas voir, les gens, on a des vidéos, on a des images, on sait exactement. Et ils le font par provocation, OK? Puis c'est pas les musulmans, ce sont des intégristes islamistes, mais ça fait partie de la patente, OK? Ils sont là, ils existent. Ils sont assez nombreux pour être capables de faire des réunions à tout bout de champ et de commencer une prière à un moment donné. Et le but de ça, c'est de s'imposer comme étant la religion. En tout cas, du moins pour Montréal, c'est la religion. Et au-delà de ça, Jerry l'explique souvent. Puis je vais répondre peut-être à André Pratt là-dessus. L'histoire de la liberté d'être religieux, etc., on ne veut pas enlever ça. Je ne veux pas enlever. Moi, j'ai aucun problème avec la religion en tant que telle. J'ai même aucun problème avec la religion musulmane. Si c'est pratiqué dans une sphère privée, dans leur mosquée, à l'intérieur de leur maison, etc., regarde, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas pour une immigration musulmane. Je pense qu'on a des valeurs qui ne s'intègrent pas bien. Donc, je pense qu'on est allé assez loin. Je pense qu'on devrait se concentrer sur d'autres immigrants et on devrait peut-être baisser d'une coche en voyant ce qui s'est passé dans d'autres pays. Ça, c'est ce que moi, je pense. Mais je veux juste rappeler à André Pratt et à ceux qui défendent ça, entre autres les deux candidats à la mairie de Montréal, la candidate et le candidat. Ce n'est pas seulement qu'une religion. Jerry le crie tout le temps. On l'oublie, ce bout-là. Ce n'est pas seulement qu'une religion, c'est un code. C'est un code politique, c'est une manière de vivre. C'est au-delà de la religion. Et on a maintenant des laboratoires un peu partout dans le monde où c'est allé trop loin. Donc, on est au balbutiement de ça. C'est le temps de l'arrêter là. Ça ne veut pas dire de les mettre en prison, ça ne veut pas dire de les empêcher de pratiquer à la mosquée ou chez eux, ça ne veut pas dire de leur demander nécessairement de carrément se déshabiller dans l'espace public et de ne plus être ce qu'ils sont. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que ça, c'est carrément une agression. C'est un test qu'ils font pour voir si on est naïf, si on est capable de se tenir debout, si on a une colonne vertébrale. Ils nous le testent en ce moment. Et si on fail, si on manque, ce sera de plus en plus eux qui vont prendre le contrôle et on aura perdu la patente, il va être trop tard. C'est maintenant. Donc, je suis obligé de vous dire que je le sais qu'il le fait parce qu'il est très, très bas dans les sondages. Puis que le Parti québécois va condamner les prières dans la rue. Donc, c'est une réponse à celui qui mène dans les sondages. Mais au moins, je vais lui donner. François Legault le fait. OK? Il faut lui donner, à un moment donné. Il faut être fair. Donc, c'est un gros sujet. C'est un gros, gros sujet. Mais c'est quelque chose qui doit être résolu là. OK? C'est là. C'est là. Quand on va être rendu trop loin dans l'espace-temps, il sera trop tard. Parlez-en avec les Français, parlez-en avec les Britanniques, parlez-en avec les Suédois. Ils vont vous le dire. Il aurait dû agir avant. C'est le temps d'agir là. OK? Parce que c'est une agression et c'est un test. Il ne faut jamais oublier ça. Non, regarde, je regarde le timing. On a trop de choses à vous présenter. Donc, voilà pour
Voilà pour ce petit intro des Radio Pirate News de ce vendredi. Beaucoup de podcasts à venir, autant pour le Prime que la version live. Radio Pirate. RadioPirate.com 100% Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Boîte à pizza du vendredi, mon ami Jerry. Boîte à pizza. Hey, avant que tu commences ton spectacle, j'ai quelques petites affaires à vous dire. D'abord, vous savez que Carlos de Punisher, c'est sa dernière semaine off. À un moment donné, il faut qu'il se remette à travailler, lui, là. Donc, notre chum Carlos va être avec nous autres la semaine prochaine. Il est en feu. Il est en feu, il est de bonne humeur, il est super de bonne humeur. Oui. Donc, mais c'est juste que, encore une fois, c'est un genre de tuyau que je vous donne. D'un coup, ce serait vous. 950 millions US. C'est le Powerball de cette semaine. Le tirage est samedi. Si vous voulez avoir des billets, c'est pas difficile, mais pas avec l'Auto Amigo. L'Auto Amigo, ça se fait de même. Et c'est Carlos qui va s'occuper de vous. Donc, 950 millions de dollars qui est disponible. Tu de l'argent, mon ami Jerry, ça? Tabarnache. Ça n'a pas de sens. Je te ferai une Christie de virée avec ça. Ouf, ouf, ouf. Oui, mais là-bas, Jeff, faut que tu te donnes de l'impôt. Ah, donnons de l'impôt. À chaque fois que, c'est vrai, à chaque fois qu'on parle d'un gros lot, là, oui, mais là-bas, il y a de l'impôt à payer. I don't fucking care. Puis en plus, l'impôt, t'es en Floride, là. T'as pas d'impôt d'État, t'as de l'impôt juste fédéral. Puis je veux saluer mon chum Stéphane Guérard. OK? Gus, mon chum Gus. Quand je suis arrivé à Québec il y a longtemps, 95, 96, je me cherchais une gang de hockey. La première gang avec qui j'ai joué, Ancienne Lorette, qui sont devenus des bodés à moi parce que Ancienne Lorette puis Chicoutimi-Nord, c'est pas mal pareil. Gus était dans la gang, toute cette gang-là, gang de gars sympathiques. On allait prendre toujours de la bière après au bar Solino pour se raconter des histoires. La gang à Timé, toute cette gang-là. Là. Donc, puis, bon, on s'est perdu de vue un peu parce que Gus, à un moment donné, a décidé d'aller s'acheter un bar. Il y avait un bar à Québec. Il a décidé d'aller s'acheter un bar dans le coin de Métabetchouan au Lac-Saint-Jean. C'est un gars de Québec. Mais il a décidé d'aller faire un bout de vie là-bas. Ça va être une histoire de fille, j'imagine. Puis, Steph, c'est un bon vivant. Je connais pas personne qui aime pas Gus. OK, Gus, tout le monde aime Gus. Gus, c'est un personnage, mais c'est une bonne personne. Je l'adore. Et c'est rare qu'il fait des posts, je vous dirais, politiques, mais là, c'est parce que tu vois que ça le touche. Il parle de son fils. Il dit son fils était motivé par l'école. Je résume son post, OK? Il était motivé par le sport-études. Et là, il a été avisé que son garçon ne pouvait pas être dans le sport-études où il était l'année dernière sous prétexte de manque de place. Donc, hors du bassin, c'est ce qu'ils ont dit, OK? Donc, ce matin, son garçon s'en va à l'école à reculons. Puis là, il dit, nous autres, on essaie de, tu sais, il dit, là, ben, je vais aller dans une autre école. Moi, je veux faire mon sport. Donc là, il s'en va dans une école ailleurs. Puis il dit, là, il s'en va de reculons un peu parce qu'il comprenait que les jeunes, je le sais, j'ai déjà vu en photo, c'est un kid, là, il ressemble un peu à Steph, mais c'est un jeune. Mais là, il n'y a pas son sport-études. Ouais, puis il n'y a pas sa gang. Donc, il change d'école, puis il s'en va, il n'y a pas sa gang. Donc, lui, Gus, qui dit, après ça, dit, le gouvernement se demande pourquoi il y a tant de décrochage scolaire. En plus de prendre des décisions administratives, c'est pas eux autres qui doivent gérer la situation à la maison. C'est-à-dire l'anxiété, le désintéressement envers l'école. Il dit, ici, on parle de l'avenir de mon garçon. Et, puis tu sens que mon chum Gus, mon chum Steph. Ça le touche, là. Oh, il est vraiment écœuré. Puis il me dit, j'espère que mon chum Jeff va continuer de vous rentrer dedans comme il l'a fait si bien, gang de 3 petits points. Tout ce que je fais en ce moment depuis toujours. Je sais qu'il y en a qui voient ça comme toi, Jeff, t'es jamais content. Va-t'en chez vous en Floride. Oui. Oui, si t'aimes pas ça ici, va-t'en. La raison pourquoi je fais ça, c'est que je fais ça pour les miens, je fais ça pour les vôtres, puis je fais ça pour le gars Gus. C'est pour ça que je les base de même. Parce que je sais que, pour nous autres, il est trop tard. Nous autres, on a un certain confort. On a été chanceux, on a eu des maisons pas pires, pas chères à telle époque de notre vie. Puis on va réussir à se positionner d'ici la fin, OK? Mais ceux qui vont ramasser tous les pots cassés qu'on a fait depuis 40 ans, c'est le gars Gus. C'est ça, les jeunes. C'est le gars Gus. Donc, yes, Gus. Yes, Steph. Je te promets de continuer à brasser. Je te promets de continuer à me battre pour ton gars, pour mes filles, pour vos enfants,
Pour ceux qu'on ne connaît pas encore, nos petits-enfants qu'on n'a pas encore vus, c'est pour ça qu'on le fait. Nous autres, on est corrects. Nous autres, on est corrects. Il y a de la shit, on paye comme un cave, les routes s'écrasent, le système est écrasé partout. Mais on est fait fort. On va dealer à travers ça. Et les autres qui n'ont pas demandé ça, qui s'en viennent après, vont tout ramasser la chenoute. C'est ça qu'ils vont ramasser. Donc, on va continuer de se battre. C'est le message que j'avais pour vous autres. Yes. J'ai une patente de maison. Oh! Ben, tu sais, on en voit passer des fois, Jeff, sur X. Surtout beaucoup de choses de Stéphane Bruyère. Oui. Stéphane Bruyère, il faut le suivre sur X. Il y a plein d'affaires. Mais je voyais un message intéressant, mais il y a une réflexion là-dedans, puis cette réflexion-là, on l'a déjà faite. Mais c'est quand même assez capoté pareil. Ça, tu montres ça à un jeune, tu parles des jeunes, là, tu leur montres ça, puis ils disent OK, ouais, il y a quelque chose de bizarre. On est en 1970. 1970. J'avais 5 ans. Donc, en 1970, les histoires de coût de la vie. Tu sais, le coût de la vie, 1970, bon. On est aux États-Unis et le prix d'une maison, le prix moyen d'une maison, OK? On s'entend-tu, là? OK, c'est-tu dans tel état? Non. Une maison. Comment ça vaut une maison en 1970? Une maison normale. Tout à fait normale. C'est 23 400 $. C'est ça que ça coûtait une maison. Et un salaire, comment on va dire, normal, c'était 9 400 $ par année. C'est ça un salaire, en 1970. Quelqu'un qui travaillait, là. Puis une voiture, c'était 3 400 $. Le salaire minimum était à 2,10 $ ou 2. Bon, on est aux États-Unis, là. La face, c'est que si tu fais le calcul de 1970 à aujourd'hui, tu regardes le prix de la maison, le salaire. Donc, autrement dit, ça prend deux. On parle pour parler, là. Oui, j'aime ça. Okay. Ça prend. Là, tu dis, oui, telle affaire. Non, on parle pour parler. Ça prend 2,5 années de revenus pour la valeur de la maison. Donc, 2,5 ans de revenus pour le salaire de la maison. Là, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Grok. Grok, c'est tout. J'ai dit, c'est quoi le salaire aux États-Unis? Le genre de salaire moyen américain en 2025. Grok m'a sorti 62 000. OK. Parfait. OK. Je prends le 62 000, je fais fois 2,5. Comme en 1970. Ça me donne quoi? Ben, ça doit te donner à peu près 160 000. Ça me donne 155 000. OK. Oui. OK, ça marche. Là, je l'ai fait avec l'auto. Et l'auto, là, OK? Je parle... L'auto, c'est 22... divisé par 3. C'est 22 300, mettons. Donc, tu as une belle voiture pour 22 000 $. Où ça? Non. La face, c'est que si je fais la même proportion 1970 à aujourd'hui, OK. un char, une voiture... Une voiture neuve devrait coûter aux alentours de 22 000 $. Tu n'as rien en bas de 40 000. Voilà, c'est ça. Puis là, je ne l'ai pas fait avec le pain, je ne l'ai pas fait avec le sucre, je ne l'ai pas fait avec la gasoline. Mais ce calcul simplet-là, tu montres ça à un jeune, puis là, il dit oui, OK, je comprends la patente. Il veut retourner là. Ben oui, il veut retourner là. Ah, ben j'en ai un, moi, un tableau. C'est drôle. C'est mon chum Seb qui m'a envoyé ça. Constructeur, contracteur, promoteur. Fait des blocs appartements immenses. Ça arrive sud. OK. Lui, il vient de voir que la ville de Lévis va lui empêcher de faire toute construction neuve à partir de maintenant parce qu'ils vont lui demander un gros montant à l'avance pour les infrastructures qui va faire grimper le prix de toutes les maisons et tous les appartements. Donc, il n'y a plus de business à faire du côté de la Rive-Sud de Québec, c'est fini. Il n'y en a plus à faire. Il n'y en a plus. C'est impossible. Je vous le dis, là, c'est impossible. Et... on va essayer de vous trouver ça. On va aller, ici. ça. Je ne sais pas ce qu'on va aller avec ça. Je ne sais pas tout. Donc, je te donne... Ça, c'est pour le Canada. Tout ce que tu m'as donné, c'est pour les États. OK? Oui, mais c'est ça. Je te parle de... Puis en 1970, puis on compare, mais... C'est ça. Moi, je te reviens en 2025. Oui. OK? Je te donne ça, là. Le average,
la maison average au Canada, c'est 549 000 $. Mettons que tu mets un paiement sur la maison de 10 %. Oui. C'est 54 900 $. Oui, monsieur. Tu dois prendre une assurance de ton prêt. L'assurance de la... SCHL. Voilà. Ça coûte, dans ce cas-ci, 16 305 $. Donc, tu le rajoutes sur le mortgage. Donc, le mortgage est de 510 405 $ à un taux d'intérêt de 4,25 %. Oui. Amorti sur 30 ans. Oui, 25 ans, c'est fini. C'est 30 à cette heure. Paiement juste du mortgage. 2 499,80 $. Donc, on est à 20 sous de 2 500 $. Ça, c'est juste le mortgage. Oui. Les taxes et les services alentours, taxes de ville, puis oui. 700 $ par mois. Le coût de l'assurance de la maison, 150 $ par mois. Par mois. Total, pour la maison, le coût de la maison par mois. J'ai pas le déneigement. Là. Non. J'ai pas l'engrais. J'ai pas, si vous faites faire le gazon, j'ai pas ça. Il n'y a pas de frigidaire dans la maison non plus. Il n'y a pas de produits dans la piscine. Il n'y a pas de chlore. Il n'y a pas de gars qui viennent laver. Non, il n'y en a pas. OK? C'est juste le basic. C'est 3 350 $ par mois. Donc, les banques peuvent vous prêter, si vous gagnez à 120 000 $, 119 000 $, les banques, en principe, peuvent vous prêter l'argent pour acheter cette maison-là. La vérité, c'est que vous allez être étranglé jusque-là. OK? La vérité, c'est que tu ne pourras pas. Le vrai montant pour s'offrir cette maison-là, si on fait un montant en fonction de... Il y a un frigidaire qui peut péter, vous devez acheter des affaires d'école pour les enfants, vous devez... Voilà. Le vrai montant, oubliez les banques. Les banques peuvent vous mettre dans la marde. Le vrai montant pour se payer une maison de ce prix-là, qui est 549 000 $, maison moyenne au Canada, ça prend un revenu gross de 139 000 $. Donc, voilà. 20 000 $ au-dessus. Au-dessus de ce que la banque... C'est ça. Donc, vous avez un peu de lousse pour faire des affaires où s'il arrive un imprévu. Un imprévu. What the fuck? Mais ça, là, c'est pas une vie. Là, vous n'allez pas au Mexique en vacances. Non. Et que les enfants, c'est si jamais... Ils jouent pas au hockey, là. Non. Ils jouent pas au hockey dans le hockey élite, là. Non. Vous n'êtes pas capable, là. C'est le village des sports, peut-être. Avec un genre de billet 2 pour 1 à un moment donné. Oui, avec des coupons. Zoo de Granby, peut-être. Mais c'est pas les deux dans la même année, là. Non, exactement. Donc, c'est capoté, là. Ben voilà pour la boîte sur Radio Pirate Live. Le double et plus de boîte à pizza du vendredi avec Jerry. Dans la version Prime. Oh, Jeff, t'es tannant. De radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Bon matin, Québec. Gilles. Avec Gilles, on fait des podcasts. Avec Gilles, on parle société. Avec Gilles, on parle politique. Avec Gilles, on parle de... Gilles, le parent, t'es salué. Bon matin, Québec. Bon matin, Québec. Bienvenue. Hey, toi, j'en ai parlé cette semaine avec, entre autres particulièrement avec Mr. White, le podcast de Tucker Carlson avec Aaron Lewis du groupe Staind, qu'on a joué beaucoup à Radio X dans le temps, un des groupes majeurs de cette époque-là. C'était quoi? Il avait pas fait une tune solo aussi avec... tu sais, le gros hit qu'il avait fait avec... je pense que c'était avec Fred Durst, qui s'appelait... c'était quoi déjà? C'était grosse hit, là. Gros hit. En tout cas, Aaron Lewis, c'est un gars qui est encore très actif, chante encore, fait encore 160 shows par année. Mm-hmm. Mais il raconte là-dedans
comment l'industrie de la musique et l'industrie de la radio, c'est de la merde. Ça a toujours été ou c'est nous? Ça a toujours été. OK, pour ça lui, a toujours été été. ça. Ça a OK. toujours été. OK. Ils n'ont pas été spécifiquement malmenés. Juste eux autres, c'est toute l'industrie qui est malmenée par... D'abord, les compagnies de disques, c'est beaucoup d'enfants de chiennes. C'est drôle parce qu'à un moment donné, Tucker Carlson, il demande, il n'est pas possible pour une bonne personne de partir une bonne compagnie de disques avec des bonnes valeurs. Parce qu'à un moment donné, il dit, est-ce que tu connais un artiste que les compagnies de disques ne lui tombent pas sur le cœur? Il dit, ça n'existe pas. Tout le monde a des histoires terribles. C'est des nightmares. Il dit, il dit, moi, j'ai fait mon dernier disque pour la compagnie en 2013. Par après, je suis venu, parce que l'industrie a changé maintenant. Mais il dit, encore là, regarde, juste vous donner un exemple. Comment ça fonctionne? L'industrie du disque contrôle à peu près chaque dollar qui sont faits par un artiste. Donc, au début, moi, j'ai lu beaucoup de livres, là, puis effectivement, c'est comme ça. Puis c'était la même chose pour les tournées à l'époque. Donc, tu es toujours en dette avec ta compagnie de disques. La compagnie te découvre, investit sur toi, elle te met un producteur, elle met du temps en studio, elle te charge probablement tous les équipements. Ah, je vais avoir tel reverb. OK, ouais, ça, c'est 100$ par jour. Ça, je vais avoir des prix démesurés que finalement... À la carte, dans le fond. Oui, à la carte. Tu deviens esclave de la compagnie de disques pour rembourser tout le long de ta vie ce qu'ils ont investi en toi. Exact. Mais moi, l'autre affaire que j'avais entendu, Jeff, tu ne l'as pas dit directement, mais ça doit ressembler à ça. Quand, mettons que tu as un talent qui est découvert, dans le temps, c'était pas Internet, il y a 30 ans, tout ça, mais quand tu as un talent qui se découvre, soit que tu as donné des shows, n'importe quoi, ils vont aller te chercher, mais ils vont commencer à te payer comme du monde au deuxième album fini. C'est ton premier qui a eu 2-3 hits, mettons, Mr. Big, mettons, To Be With You. Tu fais un Christy de hit. Là, tu arrives après. L'autre, ça, c'est ce qu'on a pensé que c'était. C'est pas vrai? Mais la réalité, c'est que c'est tout le long du contrat que tu as signé. OK, après. Okay. Si tu as signé un contrat de 5 disques, c'est 5 disques. Tu fais pas d'argent quasiment. Il te reste rien. Dans la pièce, il y a le premier, mettons, 25% s'en va à la compagnie de disques. Ensuite, ça s'en va à l'agent, ça s'en va à l'avocat, ça s'en va au business de ci, ça s'en va... Finalement, il reste 12 cents à la fin. Ouais. Et c'est là que la compagnie de disques reprend le dernier 12 cents pour se payer. Il dit, finalement, sur la pièce, je fais rien. Il dit, c'est vraiment avec les tournées, c'est vraiment avec le merch. Puis il dit, encore là, il faut que tu sois très éveillé parce que tu peux te faire fourrer aussi. Il dit, c'est là où on a réussi à survivre un peu. Mais il dit, regarde, juste, il dit, le nouveau modèle d'affaires. Il dit, moi, en tant que writer, j'ai 1 milliard de spins à date sur Spotify. 1 milliard de spins. OK? C'est-tu payé à la spin, au spin? Oui, ou... c'est payé à la spin. OK. 1 milliard de spins, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça, là. OK? C'est pas... Donc, 1 milliard de spins, si vous allez calculer avec les calculateurs, tout dépendamment de où vous êtes, où les spins arrivent, là, c'est entre 0,03 sous et 0,05 sous de la spin, en moyenne. Donc, 1 milliard de spins, tout dépendamment de où les spins arrivent. Dans le cas de Staind, c'est probablement beaucoup plus nord-américain que, mettons, dans les marchés plus pauvres. Donc, ça veut dire que c'est probablement plus dans le high-end que dans le low. Mais on va le donner pareil. La fourchette, c'est entre 3 millions et 5 millions de redevances de Spotify à l'artiste. Et il n'y a eu aucune scène. Il y a eu 0 scène. Pourquoi? Ben parce que tout le monde, c'est toutes des tunes qui sont reliées à des contrats du temps. Donc, tout le monde pige dans le 3. En théorie, il y aurait eu ça. Il dit, j'ai probablement une couple de piastres qui rentrent dans mon compte de business, mais pas assez pour que je m'en rappelle. Donc, toute l'industrie, tu sais, tout le monde, on regarde ça et on se dit, tabarnache, hey, juste avec un catalogue, tu mets ça sur Spotify, tu ramasses avec 1 milliard de spins, le gars, il ramasse 3-5 millions. Tu criffes, c'est une belle vie pareil. Non, pas une scène qui rentre là. Ça veut dire que quand tu décortiques, mettons qu'on le faisait là, pour un artiste, Jeff, on entend souvent, je sais qu'on l'a entendu beaucoup plus en Europe, parce qu'en Europe, là-dessus, ils ont bien des défauts, mais en Europe, les droits d'auteur sont vraiment respectés, puis on en a parlé souvent. Jean-Jacques Goldman, devenu milliardaire de la musique, le premier Français milliardaire de la musique, parce qu'il a écrit beaucoup de tunes qui ont marché. Donc là, je me disais, quand tu décortiques, mettons, un interprète seulement, d'après moi, faut, même si tu as beaucoup de spin, c'est pas assez, hein, tu comprends? Je ne dis pas que Céline n'a pas fait une scène parce qu'elle a fait beaucoup d'autres choses que juste chanter, mais elle n'a jamais écrit une tune. Puis quand sa mère. C'est parce que Céline, elle avait
en tout respect, là, elle avait le crosseur dans son lit. Là. Ce que le gars de Stain n'a pas. Tu sais, lui, c'est un gars de ce monde-là. C'est la chance qu'elle a eue. Elle a eu un gars qui était dans la game, puis qui était probablement plus fort que beaucoup de monde, qui était des tops, mettons, le gars de Sony, là, qui était le mari de Mariah Carey. Là, probablement que René était aussi capable de le challenger. René était très fort, là. René, négociateur hors pair. Quand je dis crosseur, je dis pas ça dans le sens crosseur-croche. Je dis ça dans le sens que pour être dans cette industrie-là et sortir de là avec 1 milliard comme il a fait, si t'es pas comme eux autres, un crosseur, t'es mort. Oui, il faut que tu connaisses tous les côtés, pas juste la voie. Il faut que tu saches tous les chemins parallèles. Oui. Puis c'est eux autres qui sont payants. Mais il parle de la radio. La radio n'a pas une bonne réputation à ce niveau-là. T'sais, la radio a... je te dirais moins que jamais maintenant plus, tant qu'à moi. Là. Mais qu'est-ce qu'il reproche sur la radio? Ben, lui, il dit que... lié à la musique, Jeff? Oui. Juste pour qu'on se comprenne, OK. Ben, que c'est vraiment une organisation qui s'est arrangée. Tu sais, il y a des hits qu'on ne connaît pas. Il y a des méga hits qu'on ne connaît pas. Ils n'ont pas traversé, ils n'ont pas passé. Il y a des tunes qui ne sont pas des hits, qui sont devenus des hits puis qu'on connaît par cœur. Ça, je me rappellerai toujours quand... je ne me rappelle pas c'était qui le band. C'est un band canadien qui ont pris. Comment ils s'appelaient, eux autres? Ils s'appelaient... Toronto ou... Non, c'était un band de Toronto. C'était les anciens gars de Frozen Ghost, qui avaient un band avant Frozen Ghost. C'était Arnold quelque chose, qui était un super de bon gars. Puis lui qui était sur le bord de vendre cette tune-là, de vendre les droits de cette tune-là parce que ça allait nulle part. Puis un DJ à Boston qui avait prouvé ce point-là en disant c'est l'industrie, puis probablement que ce gars-là n'a pas été là longtemps, là, mais il dit c'est l'industrie qui décide quels sont les hits. Parce qu'il disait ça avec sa co-animatrice. Ben voyons donc, c'est les bonnes chansons qui réussissent. Non. Il dit c'est pas compliqué. C'est les compagnies de disques qui disent touche pas à cette tune-là, on ne travaille pas là-dessus, c'est elle que je pousse, je veux rien savoir de celle-là, cet artiste-là, ça va pas, on veut rien savoir. Puis le gars dit oui, mais j'aimerais ça jouer cette tune-là, c'est vraiment bon. Non, tu joues pas ça. Là, il y avait une entente. Ou encore, attends, ou on la sort dans 4 mois. Ou... je vais te donner un petit week-end à telle place, je vais te donner un sac de poudre, tu vas arriver à l'hôtel à Houston, dans telle affaire, il va y avoir une pistoune dans ton lit à t'asseoir, c'est moi qui t'offre ça, mais il faut que tu joues telle tune, tu la joues 25 fois par jour. Donc là, elle dit, ben voyons donc, ça marche pas de même. Oui. Elle dit, donc tu peux faire un hit avec n'importe quoi. Il dit, oui, tu peux faire un hit avec n'importe quoi. Il dit, garde, je vais en faire un hit, moi. Il dit, je vais prendre la toune qu'il y a là. Il dit, ça a joué un peu, mais il n'y a pas de monde qui se rappelle de ça. C'est un 45 tours, puis ça a joué il y a 10-12 ans. Puis là, je la mets là, puis on va la jouer même dans le show du matin 5 fois par jour, toute la semaine. Ben, c'est devenu numéro 1 Billboard. Parce que ça a été suivi par d'autres, c'est oui. ça? Je me rappelle d'une toune comme ça parce que tu m'en parles. Une toune qui avait été relancée, la toune de Sheriff When I'm With You. Ben, c'est elle. C'est elle? Ah ben, bâtin. C'est elle. Ah ben, Christy, je suis allé au hasard. Je ne savais pas que... C'est elle. C'est passé, incroyable. Ça s'est passé à Boston. Okay, ben, ça, c'est un groupe de Toronto. Quelle histoire. Le chanteur livrait pour UPS. Esprit qui est bonne. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, Frozen Ghost lance un album. Ils sont en ville. Ils viennent... C'était quoi le nom du gars de Frozen Ghost qui était dans Arnold Laney. Arnold Laney, qui est un super producteur en passant. D'ailleurs... Je pense que c'est lui qui a produit... Simple Plan. Oui. Wow. Il y en a produit plusieurs. Là. Oh, ouais. Je pense que même la gang, là... voyons, il avait fait un truc d'un coup à tempête, lui. R.D. Peace. Je pense que R.D. Peace, il est un des membres non officiels. Donc, il y avait l'oreille, lui. Il était... oui. Et... quand on a commencé à jouer cette toune-là, il nous a raconté, on jouait à la toune, là. Il nous a raconté, je me rappelle, on était dans la discothèque, il nous a raconté que, genre, 1 mois avant, il y a eu une offre pour vendre la toune pour genre 2000 $. Il a dit non. Je vais en garder, je veux garder mes affaires, je vais garder. J'ai pas besoin de 2000, là, mais... Tu sais, j'y ai pensé pareil. Là. Tu 2000 on the side, je peux peut-être m'acheter quelque chose avec ça. Il l'a gardé. Il a rapporté... Je pense qu'il a rapporté 5 millions. Mais t'imagines-tu? Il y a avant quelqu'un. Il y a avant quelqu'un qui dit je vais mettre ça dans le catalogue de tunes, puis on va s'en servir pour un spot de quelque chose, n'importe quoi. Le gars, il vient de l'acheter pour 2000, il fait 5 millions après.
Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est When I'm With You, exactement. C'est la tune de Sheriff. Le band est comme revenu. C'est sûr que Lenny n'était pas là parce que lui, il était rendu ailleurs. Mais le band est revenu. Mais c'était la preuve. Et là, lui, il raconte ça un peu comment... Puis, vous savez que j'ai lu des choses sur les genres. Là, comment ça marche, quel genre de musique on veut, comment on l'enregistre, c'est quoi la musique du moment. Les genres étaient décidés par l'industrie. C'était, tout le monde pensait, le disco est là, il a été tassé par un genre de pop rock. Non, c'était tout manipulé à la grandeur par l'industrie. Et les artistes passaient au cash, pas à peu près. Là. Y compris les ventes présumées. Tu te rappelles, un des meilleurs, c'était Angelil là-dedans. René Angelil. Oui. Les ventes présumées, il a vendu... Céline vient de sortir, a déjà 400 000 albums vendus. Il était placé en magasin dans le display, mais c'est de même c'était calculé. C'était pas vendu. Ça, du jour au lendemain, ça a fini avec les syndicats de ce monde. Oui, mais l'autre affaire que aujourd'hui, je regardais mon fils, il me disait, quand, mettons, Chaperone, récemment, là, a sorti une toune, mais il y avait un album avant. Quand il y a un album qui est hot, là, quand un artiste sort un album à minuit et une, ils font toujours des événements en ligne, puis la patente, ça donne que c'est le soir et la nuit, donc j'ai manque tout, puis de toute façon, j'ai pas d'intérêt à être là. Bon. Mais ce qu'on voit des fois, et même pas des fois, souvent des gros noms, c'est 7-8 tonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, ce que tu n'aurais jamais vu avant. Avant, tu disais qu'il fallait t'attendre, il fallait qu'ils te disent quoi faire. Puis, non, la tune Rock With You sur l'album, on commence par Off the Wall, puis l'autre, elle va venir dans 3 mois. On l'a vu, là. L'album numéro 1 depuis 11 semaines, c'est Morgan Wallen. Ben oui. Et Morgan Wallen, ils n'ont aucun contrôle. Il y a à peu près 10 tunes qui jouent. Ils jouent toutes. Il y a 37 tunes. Mais il y a 10. Il y a 10. Je pense qu'il y avait les 10 premières positions des spins. En ce mode il y a quoi, 2-3 semaines ou à peu près, avec 10 des 37. Tu sais, dans le temps, on n'aurait jamais fait ça. On aurait dit non, tu te concentres, tu telle tune, puis on va attendre à l'autre, on va étirer l'album pendant 2 ans, puis on va faire ce qu'on va. Mais il y a quelque chose d'un peu. Moi, en tout cas, je ne sais pas si tu as la même lecture que moi, Jeff. Il y a quelque chose que j'aime. Tu sais, c'est pas parfait, le nouveau système, mais il y a quelque chose de démocratique là-dedans. Exemple, moi, je trouve, puis c'est drôle, j'avais cette discussion-là avec mon fils Elliot, je trouve que le country gagne dans cette idée de laisser le public choisir tout le temps en temps réel qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça qui fait que tu as 5-10 tunes crossover country qui sont dans le top 40 bien souvent. Ce que tu n'aurais pas vu avant parce qu'il aurait dit non, là, on a 2, on a des rabbits, c'est assez. Tu sais ce qu'on prend, il y avait un côté au contrôle. Mais aujourd'hui, là, ils veulent la tune. Aujourd'hui, parce que tu as les. Moi, je trouve ça bien, ça. Avant, c'était 2. Ça l'a rapetissé avec le temps. Là. Mais avant, les gros groupes comme iHeartRadio, CBS Radio, au Canada, Bell, puis toutes les patentes de même, chaque station de radio avait un directeur musical. Mais on s'entend que des stations qui avaient ce qu'on appelait des stations qui faisaient bouger l'aiguille, là, il y en avait peut-être 50, dans chacun des formats, là, dans le rock, dans le pop. Donc, une fois que tu as réussi à convaincre ces 50-là, tu savais que tu étais parti pour quelque chose de big. Mais c'était sur une toune. Tandis que là, tu as 50 millions de directeurs musicaux. C'est fou. C'est impossible que tu peux pas les tricher contrôles. tant que ça. Parce que si les votes sont vraiment enregistrés, puis la toune, si elle demandait, elle va jouer. Excuse-moi, là. C'est ça. C'est des demandes. Ça peut pas être plus, comme tu disais, ça peut pas être plus démocratique que ça l'est en ce moment. Donc, aujourd'hui, on voit tout ce qui est... c'est sûr qu'on doit en manquer aussi. Y a-t-il encore des représentants... Excuse-moi, parce que je pense, pendant que tu en parles, des représentants de disques, là, comme Mario Lefebvre, ça existe encore? Il y en a encore un peu à Nashville. À peine, OK. Pour des marchés. Puis Nashville va... On est dans un pic de country. Comme disait Aaron Lewis dans le podcast, c'est pas vraiment du country, là, c'est du pop country. C'est pas le country de Willie Nelson. Là. C'est pas le country de Johnny Cash. C'est pas... même l'essence même du country est pas si proche. Il y en a. Il y en a que c'est vraiment, vraiment proche du country d'il y a 20 ans, 25 ans. Mais la majorité, c'est de l'autotune, c'est des affaires qui sont hyper produits. Il y a des accents rock aussi. C'est des accents rock, il y a des accents pop. C'est un mélange. C'est un genre qui devrait avoir un autre nom, je suis d'accord avec lui, mais c'est quelque chose de très efficace. Mais ça va finir par finir parce que quand l'industrie s'est écroulée à Los Angeles, quand il est arrivé, je dirais, l'industrie s'est écroulée quand il est arrivé les Napster, je pense, d'après moi, Jerry, c'est plus Napster, hein? Même avant que
LimeWire, quand le monde a commencé à acheter... On s'est mis à voler des tunes, dans le game. OK, c'est la même affaire. T'as eu Pirate Bay avant. C'est ça. Des gens s'échangeaient des MP3 un peu douteux, là. Il y avait un son souvent pourri. Là, son pourri, puis avec une cochonnerie, t'amenais souvent des quoi qui salissaient ton ordi, pas à peu près. Là. C'est ça, tu downloadais des virus. T'en ramassais-tu des virus? Par après, ça a été... Napster, c'est 1999 à 2001. OK, tournant 2000. Ouais, OK. Puis après ça, ceux qui ont pris le contrôle, pour ceux qui ont lu le livre de... ceux qui ont lu le livre du gars d'Apple, c'est le next move, ça a été quand comment il s'appelle le gars Steve Jobs. Le gars pas propre, le gars qui pue. Steve Jobs. Et puis Steve Jobs a quand même réussi à contre-vent à imposer à convaincre l'industrie. L'industrie était dans la marde, là. Là, l'industrie, elle limoge du monde, elle met du monde partout dehors. Ça marche plus. Il n'y a rien qui marche. Non. Mais là, ils disent, regarde, c'est parce que si nous autres, on ne fait pas ça, c'est les pirates à grandeur qui vont mener l'industrie. C'est, tu prends ce que je te donne, ou c'est tout. Puis après ça, j'espère que vous avez vu la série sur la fondation de Spotify sur Netflix. De playlist. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu. Ah, c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Comment ce gars-là, je sais que Tucker Carlson disait qu'il le connaît personnellement parce que, bon, il est sur Spotify et tout ça, puis qu'il a eu à rencontrer ce gars-là. Il dit, je l'admire. Mais dans la série, puis ça a l'air que c'est le même, j'ai lu sur lui, il s'est vraiment battu, là. Puis Spotify est très généreux. Comme XM Sirius sont très généreux pour les droits d'auteur. C'est pas vrai que ces gens-là font de l'argent sur le dos des artistes. C'est complètement faux. Il y a un paquet d'artistes qui feraient aucune scène si c'était pas de Spotify. Mais là, regarde, donc on passe de Napster, LimeWire, Pirate Bay, après ça à Apple. Oui, parce que c'est des dates, là. C'est Napster, je te disais, ça a duré 2 ans et demi. Là. Autour de 2000, après ça a sauté après ça. Mais qui est arrivé au mois d'octobre 2001? C'est le baladeur numérique. C'est l'iPod qui est sorti là. Oui. Là, je peux acheter des tonnes à 99 cents la tonne. Oui, puis je l'embarque sur mon appareil. C'est ça. Donc, oui. Moi, ça venait aussi briser le modèle de t'achètes le 45 tours ou l'album qui était à 15-16$ même dans le temps. Là, tu disais, OK, l'album, c'est quoi les hits? Là? Moi, je suis un genre de même, moi. Je vais en acheter 3. Les 3, donc je paye 3$, je paye pas 16. Non. Pour avoir un album que j'ai. Souvent, il y avait ce côté-là, cherry picking. Là. Puis souvent, les albums étaient volontairement faits pour mettre 3-4 tunes, puis le reste, c'était du remplissage. Les artistes le disaient. Parce que, rappelez-vous qu'à ce moment-là, ça me prend 15 tunes, mais là. Beaucoup d'artistes faisaient un album quasiment aux 16 mois. Donc, tu sais, on peut bien être créatif, là, mais là, à un moment donné, on ne peut pas fournir. Donc là, tu as ça. Puis, une fois que cette industrie-là s'est écroulée, bien, toute l'industrie était à Los Angeles. Tu sais, tout le monde, dans le monde, là, la plus grosse industrie de musique au monde, et de loin, c'est Los Angeles. Donc, tous ceux qui voulaient réussir, incluant Ozzy Osbourne. OK, je m'en vais en carrière solo, m'en vais à Los Angeles. Tu es un musicien qui a du talent, puis tu veux être un musicien de studio, tu t'en vas à Los Angeles. Tu es un producteur de talent, tu t'en vas à Los Angeles. C'est là que ça se passe. C'est là que tout est l'industrie. Là. Oui, il y en a un peu à New York. Oui, il y en a un peu à Londres. Oui. Mais le gros, là, 75% de l'industrie totale, c'est Los Angeles. Est-ce que Nashville est déjà bien placé à ce moment-là? Nashville... C'est encore petit? Parce que là, c'est rendu gros, là. Nashville a sa partie country. Ouais. OK, c'est reconnu comme étant... Nashville a toujours été Music City, mais c'est country. Mais là, quand l'industrie s'est écroulée, toute la gang de la Californie est partie à Nashville. C'est ça, hein? Ouais. Hey, plus de Gilles Parent, ça dure 1h10 sur la version Prime, ce podcast-là, bien le fun, les 2 pieds sur le pouf avec notre chum Gilles. Si ça vous tente, allez sur radiopirate.com, il y a une semaine gratis, puis après, si vous aimez, venez-vous-en avec nous autres. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Le labo de Mr. White.
Le labo de Mr. White. Bon moment de la semaine qu'on aime. Yes. Toujours des surprises. Toujours. Oui, aujourd'hui, il y a pas mal de surprises. Arrête. PKP. Bon. PKP a fait le tour des médias. Il a fait une tournée mondiale. Le lancement de TVA. C'est la victime numéro 1. C'est la victime. Il n'y a pas plus victime que ce gars-là. Il est victime de tout. Tout est contre lui. C'est incroyable. Le gars est milliardaire. Il se plaint à tous les jours. Il se plaint tout le temps. Voyons, man. Gère ta bâtisse, gère tes affaires. Laisse-nous tranquille, on va rien savoir. Mais là, il est passé à l'Agacé cette semaine. Oui. Il est passé partout, là, mais entre autres à l'Agacé. Puis j'ai aimé quand même la question que l'Agacé y a posée. Parce qu'à un moment donné, il a dit, vous les plateformes, là... est-ce que vous les consultez, les autres plateformes? Êtes-vous abonné aux autres plateformes? Oui. Fait que, tu vois, on va écouter sa réponse. Okay. Les gens écoutent beaucoup des plateformes américaines. Disney, Apple+, Amazon, Netflix, etc. Vous, êtes-vous abonné à ces services-là? Moi, personnellement, vous non. Vous souriez encore, là. Non. Mais votre conjointe, oui. Oui, mais ma conjointe, c'est ça que j'allais dire. Vous êtes abonné. Mais honnêtement, je ne regarde pas sur Netflix. Non. Mais, OK, mais vous devez en avoir regardé. La différence de qualité... Oui, j'ai regardé Succession aussi sur HBO. Succession sur la famille de Rupert Murdoch. Vous êtes-vous reconnu? Non, pas du tout. Non? C'est moins turbulent chez les pélados? Oui, pas mal, okay. ouais. Mais moi, je vois une différence de qualité. Puis vous devez l'avoir vu là, quand votre conjointe regarde ça. C'est dur de résister à White Lotus et compagnie. Oui, non, mais j'ai déjà vu aussi The Crown. Alors, sur je la me couronne souviens pas britannique. comment ça coûtait de l'épisode. Là. Je pense 25 millions de dollars, un truc comme ça. Mais on peut-tu concurrencer impensable. ça? Mais non, impossible. Soyons quand même sérieux. Mettons Par contre, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons des personnalités québécoises. C'est dans ces personnalités que nous nous retrouvons. Nous parlons français, nous avons une histoire, une culture, nous avons une différence qu'on ne retrouvera pas par ailleurs chez Netflix. Je vais être très précis. Ah, come on, man. Ça fait qu'on ne retrouve pas chez Netflix. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Quand il rit, PKP, là, c'est parce qu'il est en train de compter une petite menterie. Vous reconnaissez-vous dans Succession? Non, ça passe pas de même. Pas du tout. Non. Ouais. Beaucoup d'affaires là-dedans. Là. Le bout de la fin est incroyable. Là. Ouais, mais nous autres, là, on se reconnaît. Nous autres, on est une tribu à part. Ouais. Excusez-moi, là, hier, je me suis couché de bonne heure. Là. Je me suis couché à 9h30. Mais j'ai entendu ma blonde avec mes filles écouter une série qui s'appelle... Je sais pas le nom. The Summer I Turned Pretty. Pretty, OK. Ouais, j'ai vu ça j'imagine que c'est quelqu'un de lettre, puis au mois de mai, elle était lettre, puis rendu au mois de juillet, tout le monde la trouvait belle. Donc, ça va être une patente de même. J'ai aucune idée c'est quoi. OK. Et là, je les entendais crier, là. Wow! Puis là, à un moment donné, il y avait une réunion, il y avait un genre de party de famille ici, là, puis là, il y a un moment donné, ça a parlé de ça. Hey, c'est mercredi, c'est la sortie, là. Puis là, tout le monde... Et j'imagine que quand ma blonde et mes filles qui prennent un moment le mercredi parce qu'il y a la nouvelle série qui arrive, le nouvel épisode qui arrive, j'imagine qu'il y a de quoi qui connecte avec eux autres. Ouais. Puis c'est drôle, hein? Je leur mettrais une série de TVA, puis il n'y a rien qui va connecter avec eux autres. Pourtant, elles sont entièrement québécoises, élevées au Québec, très québécoises. Comment ils expliquent ça? C'est quoi cette affaire-là? Que par défaut, vu qu'on vit ici puis qu'on a une langue qui n'est pas pareille comme la langue de, mettons, des gens en Ontario, automatiquement, si une série est produite ici, il y a une connexion directe. Non. Si c'est mal écrit, si c'est mal produit, si les décors sont à chier, si les acteurs répondent toujours les mêmes affaires, de la même manière que ça répond au Québec depuis 40 ans. Mais là, tu n'es pas en train de me dire qu'un... Mais non, mais qu'est-ce que tu me dis là? Franchement, tu penses-tu bien pas que je vais aller? Est-ce que tu me penses que je vais aller? Je n'irai pas là. C'est sûr que j'en vais là. Non, les affaires jouées à moitié, là, ça touche zéro ma gang. Là. Donc, ça veut-tu dire qu'elles ne sont pas québécoises? Ouais. C'est ça que ça veut dire? Il est comme rendu au bout de son explication. Là. C'est n'importe quoi. C'est comme rendu au bout. Là. C'est n'importe quoi. Voyons. Puis nous autres, on est meilleurs parce que nos acteurs, c'est des stars d'ici, puis les gens connectent avec elles. On n'est plus là. C'est plus ça pantoute.
Vous avez parlé cette semaine, la semaine passée, de... C'est quoi la série espagnole qu'on écoutait là, à un moment donné? Là, Casa de Papel? La Casa de Papel. Excusez-moi, là. C'est quoi le lien? Les gens aimaient ça, puis c'est des Espagnols traduits en anglais, là. C'est ça. Il n'y a pas de star là-dedans. Là. Toutes des inconnus. Là. Tous des inconnus. C'est vrai. C'est un succès aux États-Unis aussi. Là. C'est un succès. Là. Oui. Mondial. Le succès est mondial. Oui. Plus rapport. Non, c'est des êtres humains. C'est des histoires humaines d'êtres humains. Là. C'est ça, exact. Puis on s'entend-tu que peut-être que ça a fait ça dans les dernières décennies, le fait qu'on voyage plus, le fait qu'on est relié par le web, le fait qu'on se voit. Est-ce que finalement on s'est rendu compte que entre nous autres, tout le monde, là, on est pas mal moins différents qu'on pensait qu'on était? Ça se peut-tu, ça? Oh. Je comprends qu'il y a une différence entre un Vietnamien qui vit encore là-bas. C'est quoi le nom de la grande ville, là? Pas Hanoï, mais en tout cas, la fois de même. Là, c'est ça. Je comprends que lui, il vit pas la même... Les affaires de culture. Mais finalement, on a trouvé plein de points en commun qu'on pensait pas qu'on avait. Avec des Russes, avec des Indiens, tout du monde qui ont des autres cultures complètement très différentes. Là. La recherche du bonheur, mais finalement, on est capable d'écouter les mêmes affaires des fois. Exact. Oui, c'est ça. On joue le même sport. Mm. On aime le même genre de char. Ou je sais pas. Moi, je pense qu'on se ressemble plus qu'on pensait. C'est ça qu'on est en train de découvrir. Il y a d'énormes différences entre les cultures, ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il veut nous forcer à écouter quelque chose? Ou quoi? C'est quoi la solution? Lui, je comprends qu'il veut de l'argent, mettons. Ben lui, tu le dis. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit hier. Tu as dit, il passe par la culture. Pour avoir le cash, il va jouer la game que lui, il est le bouclier contre la culture américaine et que lui, c'est lui qui va protéger la fibre québécoise. C'est ça qu'il Donc, il faut lui donner de l'argent pour qu'il fasse ça, pour qu'il protège la culture La québécoise. vérité, c'est qu'il n'y a rien qui tient dans son affaire. Dans le day-to-day, c'est pas vrai. Oui, avec une classe. Oui, avec des gens unilingues de 70 ans qui n'ont pas changé leur habitude depuis qu'il y a de nouvelles applications puis il y a de nouvelles affaires. Ils n'ont pas changé leur patente. T'sais, vos parents là, de 75, 80, 84 ans, ils n'écoutent pas Netflix. C'est ça. Son affaire est très à court terme. Là. Mais c'est pas ça, là. Je veux dire, c'est les gens de... T'as pas besoin de débouler beaucoup d'âge pour arriver que... Tu sais, moi, je suis... j'ai pas 22, là. Mm-hmm. J'ai 58. Puis moi, j'écoute juste YouTube, puis Netflix, puis des patentes de même, là. J'écoute pas ses patentes à lui, là. Donc, son gap de gens qui sont branchés sur ses patentes, il n'est pas si gros que ça, là. C'est probablement 65, peut-être même 60, plus proche de 70 que 65, jusqu'à la mort. C'est pas une clientèle le fun, là. C'est ça qui y reste. Pour les autres, on est rendu partout. C'est une bonne série. Moi, regarde, Mobland, c'est une de mes séries préférées des derniers mois. C'est full britannique, là. Full british. Il a parlé de Succession. Succession, là-dedans, dans les gros acteurs, il y a des acteurs britanniques. Là. Le bonhomme, là, le gars de Montréal, là, le bonhomme, là, c'est un British. La rousse est australienne. La rousse est australienne, ben oui. Puis même celui qui finit avec le titre, c'est un British. Moi, je ne le savais pas. C'est un British. Ben voilà. Tu sais, puis amène-moi toutes les séries là, qu'on a écoutées. Tu sais, comment tu peux créer des affaires comme mettons, Suits, qui était faite à Toronto en passant. Avec pas des gens bien connus, là. Bon, il y avait peut-être l'avocat, là, qui lui est un peu plus connu parce qu'il avait une belle bête, mais encore là, dans quoi il a joué avant ça, je peux pas te le dire. Donc, tu sais, t'es même plus obligé d'avoir des méga stars. Tu vas t'attacher aux personnages, tu vas t'attacher à des... Tu sais, la vérité, c'est que cette série-là est tournée au complet à New York, pas à New York, à Toronto. Mais ça se passe à New York. Puis, quand ils sont dans le bureau, on voit New York, mais quand ils sont dehors, ils sont à Toronto.
on le sent pas zéro. Là. Peut-être que quelqu'un de Toronto qui connaît un coin puis qui sait qu'ils ont modifié 2-3 pancartes, que c'est exactement là que ça s'est tourné. Mais je veux dire, on sent que on a l'impression que c'était New York. Là. C'est la série Narcos, là, en 2015. L'acteur principal, Pedro Pascal. Qui est devenu le mégastar. Qui est aujourd'hui le mégastar puis c'est tapis rouge. Ah oui. Ce gars-là, c'est un pur inconnu. Là. Pur inconnu. Pur inconnu. Ben, lui, il a fait la suite de Gladiator. Exactement. Il a fait un autre gros film en même temps aussi qui était. Je pense qu'il a fallu qu'il apprenne l'espagnol parce qu'il ne parlait pas brésilien. Oui, il parlait portugais, je pense. Portugais. Je pense qu'il est brésilien de. Oui, il parlait portugais puis il a appris l'espagnol pour être dans Narcos. Oui, un no-name, Calif. Mégastar aujourd'hui. Monté par Narcos. Puis l'Américain qui écoutait Narcos. OK? Le Français qui écoutait Narcos, puis l'Allemand qui écoutait Narcos. Tu posais la question, lui, ça veut dire, c'est-à-dire, y a-t-il une question fondamentale? Non, il s'assied devant la TV, puis il écoute la série, puis il aime ça. C'est tout. Est-ce que ce sont des gens de chez nous qui me ressemblent? Oui. Est-ce que les personnages sont des gens de chez nous qui me ressemblent? Personne ne pose ces questions-là. Il va jusque-là juste pour une Christie de subvention. C'est incroyable comment ils sont capables de raconter n'importe quoi pour quelques piastres. C'est triste. Mais ça va être beaucoup ça. Là. Ça va être beaucoup sur la défense de la culture québécoise. La fibre bleue. Exact. L'autre bout qu'il a raconté, c'est quoi? On est en danger. Ben voilà. Voilà, c'est ça. OK. Non, au niveau de l'information. Ah, OK. Parce que ça, là, une autre affaire. Ça va mal. Bon. Lorsqu'ils ont fait le lancement de TVA, il est monté sur la scène. Et à un moment donné, il a parlé du 4e pouvoir. OK. Et que si on perd ça, on est foutu. Là. On écoute. Avec des réductions de personnel dans les salles de presse partout au pays, à l'exception de Radio-Canada, Pierre-Carl Pelado s'inquiète. Puisque l'information, c'est le 4e pouvoir, on peut penser également aussi que la démocratie va subir les conséquences qui sont liées au fait qu'on ne sera plus autant en mesure de pouvoir informer les Québécois et les Québécoises. De temps en temps, Québécois, comme la presse, font des bons coups à déterrer quelque chose qu'on ne pourrait pas savoir s'ils ne faisaient pas leur vrai job de journaliste. Ça arrive. OK? Puis ils le font. Là. C'est noyé d'un paquet d'affaires. Mais sauf que, c'est ça, exact. C'est noyé de patentes qui fait que ils sont pas là pour préserver la démocratie. Ils sont là pour décider qui gagne dans la démocratie et qui perd. Le 4e pouvoir, il est malsain. Ils l'ont tordu. Ils ont tellement joué avec que maintenant, il est dangereux, puis c'est eux autres qui mènent. La beauté, c'est que ça achève. Les gens qui votent en masse sont sur le bord de nous quitter et les gens qui vont les remplacer n'écoutent pas ces gens-là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il y avait peur. Là. Mais le 4e pouvoir puis la démocratie, hey, les autres, calme-toi les nerfs. Là. Tout ce que vous aimez, vous autres, c'est mener la démocratie. Vous choisissez qui gagne et qui perd. Vous choisissez qui sont les bons et qui sont les mauvais. Puis en plus, ils ont une option souverainiste. Parce que c'est le plus gros joueur et de loin. Ils sont plus gros que Radio-Canada. Même si Radio-Canada, il y a de l'argent et tout. Québécois a plus d'influence que Radio-Canada. Eux autres, ils ont élu la CAQ. Ils ont qui a élu le gouvernement libéral fédéral actuel? C'est le Québec. Le Québec, oui. Qui a joué la carte de la peur avec Trump? Qui a monté Carney? C'est Québécois. Québécois, ils ont abandonné le bloc pour être certain que ce soit Carney qui soit l'homme qui va mener le Canada contre Trump. C'est ça qu'ils ont fait. Puis on a vu la couverture de Arthabasca, qu'est-ce qu'ils ont fait sur Éric, comment ils ont pompé le PQ, dans toutes leurs patentes qu'ils ont. Là. Ils ont plein d'affaires. Ils ont des affaires qui pognent, des affaires qui ne pognent pas, là, mais partout, c'était le même discours. Éric Duhaime, c'est un niaiseux. Éric Duhaime, c'est un gars pas de substance. Éric Duhaime, il fait honte à la droite et aux conservateurs parce qu'il fait des slogans niaiseux comme « Mon char, mon choix ». Éric Duhaime, il reste pas là.
l'autre est bon, le PQ est bon, puis là, Mathieu Bock-Côté, toute la gang. Regarde, Mais il a posé la question, Mané Lagacé. Là. Il dit, là, il va y avoir des prochaines élections au Québec. Là. Il dit, vous êtes un ancien chef du PQ, vous allez pousser pour PSPP. Ça. Puis là, il dit, voyons donc, ça marche pas de même. Vous savez bien que ça marche pas de même. Vous savez bien que ça marche pas de même. Ça marche de même. Mais pas niaiseux. Là. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Quoi d'autre pour ça? Monique Néron. Ben, oui, la nouvelle blonde du maire de Québec. Voilà. Hey, en parlant de ça, là, Sam Hamad, il va-tu se rendre à l'élection? Sacrement. Il n'y a pas une histoire, c'est une histoire une après l'autre. Là. Ouais. Ah, OK, ouais, ben là, je fais une vidéo promotionnelle, finalement, la circulation qui nous montre, c'est Décarré à Montréal. Ensuite, il nomme un genre de conseiller stratégique qui va donner un coup de main à un de ses candidats qui s'appelle Donald Gagnon, que je connais bien. Donald qui était dans le Parti Respect Citoyen, qui est allé avec Sam Hamad, qui est revenu dans le Parti Respect Citoyen, qui est retourné avec Sam Hamad. Il s'est branché. Là. Et là, ils ont mis un genre de conseiller, puis il y a eu des photos officielles, puis là, ouais, donc. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que ce gars-là, c'est un fraudeur. Okay. Reconnu coupable. Ça va bien? Ah oui, il y a un dossier et tout. Là. Il a fait de la prison. Un gars qui n'a pas payé ses impôts, un gars qui a fait des faillites bizarres. Là, finalement, je savais pas. Il est obligé de le mettre dehors. Donc, c'est gaffe par-dessus gaffe par-dessus gaffe. Après moi, il va falloir qu'il ne pourra pas jouer au golf une fois par semaine d'ici à la fin de la saison. Il va falloir qu'il se mette à travailler pour vrai parce qu'il ne se rendra pas. Là. Parce que lui, il y a déjà les médias contre lui. Les médias ont choisi Marchand. Donc, il part déjà avec 2 strikes. Puis en plus Stéphane Lachance qui joue dans ses plates-bandes. Donc, mon feeling, c'est un gars qui s'en va là pour redorer son image. N'oubliez pas, s'il sent que c'est une défaite assurée qui s'en vient, il va avoir quelque chose qui se passe d'ici le prochain mois et quart. Ouais, finalement, pour des raisons personnelles, je dois me retirer de la course. Une raison de santé. Oui, exact. On est rendu au Jerry hors contexte? Oui, on a quelques petites Jerry hors contexte cette semaine. On adore. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Moi, Christophe, je viens de dépenser 700$ pour avoir un doc. Ça en fait des points de pizza, ça. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ben, c'était dans le contexte. C'était bon, ça. Moi, j'ai trouvé ça très bon. C'est punché, ça. Oui, c'est ça. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Jerry hors contexte. Prends tes patentes de green, puis fous-toi dans le cul. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ça, c'est... Je l'avais oublié, celle-là. Suggestion d'un pirate. Un autre. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Le coucou, il se posait pas de questions. 3 masses d'en face, là, t'étais un cave. Beaucoup de boîtes électriques mêlées, là. Jerry hors contexte. Hors contexte. C'est un nouveau concept. Dans le concept, je dirais comme regroupé. Oui, celui-là, le dernier? Ouais, j'ai comme regroupé des OK. Donc, un nouveau concept dans le concept. Non, mais ce qu'on vient d'entendre. Comment? Ce qu'on vient d'entendre, il y avait un mélange. Oui, c'est ça, c'est un mélange. Ah, il y avait un mélange. Jerry hors contexte. Hors contexte. Jerry hors contexte. Hors contexte. Ah, des nouilles, puis c'est ça. Au Vietnam, là, Chris. Jerry hors contexte. Hors contexte. C'est excellent, j'adore. Voilà pour le lab de Mr. White. C'était mon petit lab. Oh yes, beau tour. On a fait un beau tour. Le labo de Mr. White. Et voilà pour le bout avec notre chum Mr. White pour le lab. On a un autre grand lab dans la version Prime de Radio Pirate. Tiens, profitez donc des vacances, donc du week-end qui s'en vient de la fête du travail, pour aller vous inscrire et essayer une semaine. Why not? Et après, vous verrez, vous aimez ça. Hein? Donc, plus de Mr. White, version Prime. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate.
Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Hey, on a jasé un peu plus tôt ce matin avec un jeune extraordinaire. Noah Gravel. Regarde, toute son histoire s'en vient dans le podcast qui suit. Quel beau jeune, quelle belle initiative, impressionnant. Let's go, on y va. Donc là, je parle avec d'un deux boys, c'est Noah avec qui je parle, c'est ça? Exactement, oui. Exact. Donc, raconte-moi un peu, avant de parler de ton projet, puis votre projet à votre gang, toute l'histoire du Rouge et Or. Raconte-moi un peu ce qui est arrivé dans la dernière année avec ton changement de club, qu'est-ce qui s'est passé aux États, ton choix de finalement jouer avec le Rouge et Or, de continuer ta médecine à Laval. Raconte un peu ton cheminement à partir du secondaire, puis j'imagine le prep school que tu as eu après le secondaire? Oui, exactement. Que dans le fond, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Puis dans le fond, j'ai joué au Collège Charlemagne toutes mes années. Puis mon secondaire 5 a été annulé à cause de la COVID. OK. Puis moi, j'ai toujours joué, tu sais, comme côté offensif. J'ai joué running back, tu sais, corps arrière. Puis dans le fond, une fois que j'avais terminé mon parcours, j'ai été contacté. Il y a quelques écoles aux États-Unis qui m'avaient contacté pour que je vienne continuer mon parcours de football puis des études. Mais là, t'étais arrêté pendant la COVID, c'est ça l'histoire. Faut pas oublier. Ouais. Donc ton développement étant pendant que d'autres progressait, toi, ton développement était arrêté par le fait qu'il n'y avait pas de pratique, mais il n'y avait pas de match, il n'y avait rien. C'est ça. Non, donc, que dans le fond, tous les jours, j'étais dans ma cour. T'es parti en pleine COVID vers les... T'as fait comme ma fille. Ma fille a fait la même chose que toi. Parce que, bon, ça le dit, là, c'était un peu fou de garder nos jeunes dans les maisons alors que vous n'étiez pas tellement touché par ça. Donc, tu as pris la bonne décision de t'en aller aux États. Quelle école t'es allé? T'as dû finir ton secondaire 5, 6. C'est compliqué un peu, cette histoire-là, hein? Dans le fond, j'ai fait mon secondaire 5 ici au Québec. Puis dans le fond, j'ai choisi Baylor School au Tennessee. Puis dans le fond, j'ai refait mon secondaire 5, puis mon secondaire 6 par la suite. OK. Est-ce qu'il y a plusieurs Québécois, je pense, dans ce coin-là, hein? Oui, dans le fond, on était 3 ma première année qui sont venus. On était les 3 premiers. Puis dans le fond, c'est qui, hein? Ça, qui était là avec toi, d'ailleurs? Louis Vincent et puis Hugues Picard. OK. Il était au SSF. Il était au SSF, c'est ça, exact. Mm-hmm. C'est les noms que j'avais entendus. Donc, à partir de là, l'année d'après ton high school, est-ce que tu as un prep school avant d'aller au college? Est-ce que c'est à peu près comme le hockey? Comment ça marche pour le football? Ouais, dans le fond, eux, c'est le prep school. Puis, dans le fond, tu t'en vas direct NCAA par la suite. OK. Donc, NCAA. Est-ce que tu as joué NCAA ou tu as pensé jouer, puis c'est là que tu as pris ta décision de revenir avec le Rouge et Or? J'ai joué 2 saisons dans la NCAA Division 1, dans une école FCS. Oui, je connais l'école un peu. C'est un programme en développement, c'est un programme qui s'améliore, je pense, assez rapidement depuis quelques années, si je ne me trompe pas. Hein. Ils sont en montée. Mm-hmm. Mais c'est dur. On va se le dire que c'est dur. Là. Tu sais, la saison, c'est commencé la semaine passée, mais la vraie saison commence en fin de semaine. Tu regardes juste le top 25. Déjà en partant, tu vois Miami contre Notre-Dame en partant. Donc, un des deux va perdre, alors que tu as 2 programmes incroyables. Il y en a un des deux qui part premier match, puis il n'y aura pas de undefeated saison pour ces gars-là. Donc, très dur. Il y a combien d'équipes totales dans les différentes divisions aux États? Il y a quoi? Il y a 200 quelques programmes? Il y a, si je ne me trompe pas, 138 FBS. Puis 126 FCS, qui était un gros bassin d'école Division 1 quand même. Oui, exact. Ça, tu as raison. Il faut toujours parler de ce que tu viens de jaser là, qui est une autre histoire par rapport à ça. Il y a une autre rivalité là-dedans. Quelle des divisions qui est la meilleure, etc. Donc ça, c'est toujours le fun à suivre. Donc là, tu as décidé de faire ta médecine à Laval. Vas-tu être capable est-ce que tu es capable de suivre le même rythme que tout le monde, même si tu pratiques un sport d'élite? Est-ce que c'est difficile d'avoir ces études de haut niveau-là pour un sportif où tu dois diminuer un peu le nombre de cours et peut-être étirer le nombre d'années avant d'avoir ton diplôme? Comment ça fonctionne pour un gars comme toi? Oui, dans le fond, je suis entré en physiothérapie cet automne. Puis, moi, il y a plusieurs choses qui changent. Comme, admettons, quand je suis entré en janvier, il me manquait beaucoup de cours de sciences, vu que j'ai pas fait mon cégep. Mon cours ma session d'hiver, elle a été quand même assez remplie. J'avais 3 cours de chimie, 2 cours de physique, 1 cours d'anatomie. Puis, tu sais, c'était pas facile de gérer l'école, le football,
Puis j'avais le travail aussi avec ça. Mais c'était un défi que j'aimais beaucoup relever. Que, tu sais, comme je suis quelqu'un qui est quand même assidu dans mon horaire, que niveau social, il fallait que je coupe ça, puis j'étais plus focus au niveau études, football et tout. Là. Mais j'ai hâte à l'automne. Là. Je rentre en physiothérapie dans le programme que je voulais vraiment, puis ça va me permettre de vraiment bien balancer le tout. C'est sûr que ce sera pas un défi facile, mais il y en a d'autres dans le passé qui l'ont fait avant moi. Donc, si quelqu'un l'a fait, c'est pas impossible. Est-ce qu'ils t'ont fait faire le cours d'un genre d'étranger comme ma fille a eu? Parce que quand tu reviens des États-Unis, il faut que tu passes un genre de cours de la culture québécoise alors que tu es un Québécois. Ma fille a eu ça. C'était un genre de running gag. On disait, OK, donc il la considérait pas comme québécoise. Est-ce que tu l'as eu, ce cours-là? J'étais chanceux, ils ne l'ont pas fait donner, mais j'ai entendu qu'ils l'ont dû le reprendre. Très chanceux, très chanceux. Noam, raconte-moi un peu votre implication, le but du genre de programme que vous lancez pour... je vais te laisser l'expliquer. J'ai lu le communiqué qu'ils avaient envoyé. C'est très intéressant, c'est une belle initiative, mais il n'y a rien de mieux que toi-même pour nous le vendre. Oui, puis dans le fond... lors de mon séjour aux États-Unis, j'ai beaucoup été impliqué communautairement. Tu sais, j'avais des associations, des banques alimentaires, des fondations. Puis j'ai été associé à une fondation où je suis devenu un ambassadeur qui s'appelait Uplifting Athletes, qui dans le fond ramassait de l'argent, puis aussi essayait d'éduquer les gens sur qu'est-ce qui est les maladies rares. Puis ça m'avait vraiment beaucoup touché quand j'étais dans mon parcours aux États-Unis. Puis quand j'ai fait le switch en janvier pour venir à l'Université Laval, je voulais amener ce même type de projet-là au Canada, au Québec. Mais eux, tu sais, la fondation, vu que c'est aux États-Unis, ils me disaient, les lois, les taxes, c'est trop compliqué. Qu'ils disaient, je sais pas si on peut t'aider, mais si tu pars quelque chose de ton côté, nous, ça va me faire plaisir de t'aider du mieux qu'on peut. Ouais. Puis c'est là que j'ai décidé de partir mon projet. Puis ça a été beaucoup de mois à, tu sais, build up, tu sais, construire, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, comment je veux l'avancer. Puis avant que je le présente à d'autres gens, puis ramener des gens dans mon équipe, il fallait vraiment que j'aie quelque chose de concret, de sérieux. Puis avec les mois, dans le fond, j'étais en contact avec le CHU, Centre Enfants-Mères Soleil, qui est juste au bord de la rue de l'Université Laval. Exact. Puis j'ai été en contact avec la fondation, puis c'est là que j'ai décidé de créer mon projet qui s'appelait Force Rare. Qui dans le fond, nous, on supporte les familles affectées par les maladies rares au Québec. Puis une maladie rare, c'est une maladie qui affecte moins de 1 personne sur 2000 dans la population. Mais ça compte quand même 700 000 personnes au Québec. Puis nous, on est vraiment là pour les aider de n'importe quelle façon. Puis avec les mois, on était capable de s'avancer beaucoup dans notre projet, puis s'affilier à 3 fondations, qui est le Fonds des 1000 pattes, qui aide directement monétairement les familles, que mettons, si un médicament, ça coûte trop cher, les familles peuvent pas le payer, ben eux, ils donnent directement de l'argent à ces familles-là pour acheter les médicaments. On a le RQMO, qui est le Regroupement québécois des maladies orphelines. Puis le RQMO, c'est la recherche aussi, c'est tout ce qui est trouver des solutions aux maladies rares. Puis le fonds Enfants-Mères Soleil, c'est la fondation qui est juste au bord de la rue. Puis eux, c'est l'humanisation des soins, qui sont là directement à aider des soins plus spécialisés dans les familles. Puis ça a été beaucoup de mois de travail. Puis une fois que j'ai créé une bonne base, je me suis assuré de m'entourer d'une bonne équipe, que j'ai Jade, qui est une étudiante en médecine à sa dernière année, qui joue au volleyball aussi au Rouge et Or. J'ai un vidéaste qui est ici aussi à l'Université Laval, un étudiant. J'ai quelqu'un qui m'aide dans ma création de contenu, puis j'ai quelqu'un aussi qui m'aide à tout ce qui est plus connexion dans les alentours de Québec. Parce que moi, je suis pas originaire de Québec, mais je voulais m'assurer d'être bien entouré pour avancer le projet. Puis nous, de la façon qu'on veut aider, c'est vraiment de façon concrète. T'sais, on veut avoir on veut faire une différence. T'sais, on veut pas juste être là, dire on ramasse de l'argent, on veut faire une différence. T'sais. On veut éduquer les gens sur qu'est-ce qui est une maladie rare. On fait une levée de fonds, mais qu'est-ce qui est le plus important à la fin de la journée, c'est d'éduquer puis savoir que c'est un enjeu qui existe dans notre société. Puis dans le fond, au cours des derniers mois, on a rencontré des familles, des chercheurs, du monde qui nous ont expliqué leur réalité, puis comment ils peuvent faire une différence, puis comment on peut les aider aussi concrètement. Puis qu'est-ce que j'ai décidé d'avancer un peu plus, puis c'est ma première année dans le projet et tout, mais à chaque match du Rouge et Or à la maison, on va avoir une famille qui est affectée par les maladies rares. On les permet d'avoir une belle soirée. Peux-tu me donner un exemple? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais donne-moi un exemple de quelques maladies rares, entre autres, ce que les familles vivent avec des enfants. En as-tu une couple d'exemples de ça? Oui, il y a la sclérose en plaques, qui est vraiment populaire au Québec. Il y a beaucoup de maladies qui ne sont même pas connues encore au nom des gens. Tu sais, comme ça peut être le 86-85 quelque chose, parce qu'il y a une personne au Québec qui l'a.
Exact. Donc, il n'y a même pas de nom encore. Il y a juste un numéro. Il y en a beaucoup, puis c'est pas nécessairement avantageux pour les compagnies pharmaceutiques, parce que quand tu fais de la recherche pour les maladies rares... Tu veux du volume. La médication, il y a peut-être 5 personnes au Québec qui veulent l'avoir, tu sais, que c'est pas avantageux pour eux. L'enjeu qui était vraiment plus critique, qui m'a beaucoup touché, c'est que les familles, tu sais, quand ils ont un diagnostic, ça va prendre 7 à 8 ans. Puis, souvent, vu que c'est tellement réduit dans le nombre de patients qui sont affectés par la maladie, la médication coûte dans les alentours entre 50 000, 100 000, puis tu sais, des fois, c'est 15 000 par mois. Puis tu sais, ces gens-là, c'est des gens bien normaux comme tout le monde. Oui, exact. Ils peuvent pas se payer ça. Ils travaillent fort, là, qui peuvent pas se payer ça. Puis aussi, les assurances, des fois, dans certaines compagnies d'assurance, ils veulent pas couvrir ces frais-là. Puis là, tu te trouves entre un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Tu sais, faut que j'achète cette médication-là pour mes enfants, mais je n'ai pas l'argent. Tu sais, comment on fonctionne? Que nous, c'est vraiment d'aider le plus qu'on peut les familles dans ces enjeux-là. Beau geste, très beau geste. Donc, ramasser ces sommes-là avec la participation autour de quelques familles pendant les matchs des Rouges et Or, est-ce que les gens vont pouvoir donner? Comment ça fonctionne pour ton financement? Comment parce que c'est beaucoup de sous. Ça prend. C'est comme de l'eau au moulin. Il ne faut jamais que ça arrête de rentrer. Ça peut pas juste être un 30 000 par année parce que c'est juste probablement ce que tu vas donner à une semaine à des gens qui ont besoin de certains médicaments. Donc, ça prend beaucoup d'argent. Le financement premier va arriver au match du Rouge et Or? Dans le fond, on a ouvert notre plateforme de dons il y a une semaine. Puis dans le fond, le monde peut déjà commencer à donner des donations. Puis je peux vous envoyer le lien par la suite. Ouais. On va être présent lors du 7 septembre contre Sherbrooke. On a une tente au Tailgate. On a les 3 fondations qui sont là pour parler aussi de leur enjeu dans la société. Tu sais, il y aura une petite annonce sur le billboard durant la game. Il y aura une famille qui va être présente. Puis nous, on a aussi d'autres événements durant l'année avec d'autres fondations, projets dans les alentours de Québec. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est éduquer les gens. On fait des publications sur nos réseaux sociaux, des vidéos éducatives, n'importe quoi. Tu sais, juste aussi, on va bientôt sortir des vidéos qui sortent des points de vue des gens. Puis le monde peut commencer à faire des donations, nous aider de n'importe quelle façon. Là. Nous, est-ce que pour rejoindre, vu que c'est plus compliqué parce que je l'ai le lien pour les dons, mais c'est quand même assez compliqué à donner. Les gens sont pas habitués d'aller sur des liens qui sont longs, ils sont trop parce que je pourrais dire ils sont comme TDAH, ils ont de la misère avec les longs liens. Donc, est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour justement aller trouver facilement ce lien-là? Donc, est-ce que Force Rare a un Instagram, un TikTok, toutes ces choses-là? Oui, on a un Instagram et un Facebook. Dans le fond, on peut juste taper Force Rare, puis ça devrait sortir. Donc, c'est un beau logo Force rouge. Rare. Les gens qui veulent chercher, c'est Force Rare. R-A-R-E, aussi simple que ça. Donc, les gens vont... dis-moi une affaire, OK? Je te regarde, là. T'as quel âge? J'ai 21 ans. OK. À 21 ans, je dis pas que j'étais une mauvaise personne, mais j'avais pas encore la tête à ce genre de patente-là. Comment ça s'est arrivé? Est-ce que ça vient de ton éducation? Est-ce que le fait... Puis on enlève le côté politique, puis tout ce qu'on entend parler ici, ton séjour aux États-Unis où il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup plus d'entraide qu'il y en a dans notre société où nous autres, je dis ça comme ça entre guillemets, on est plus... on compte plus sur le gouvernement pour ce genre de choses-là, donc on fait moins d'initiatives comme tu es en train de faire. Qu'est-ce qui fait qu'à 21 ans, tu as en tête de faire un geste aussi bon, alors qu'habituellement, à 21 ans, ben c'est ça, on se concentre sur nos études, on regarde les filles, on veut sortir avec les chums, prendre une bière. Est-ce que c'est un mélange d'éducation avec ton implication aux États-Unis ou c'est carrément ton séjour là-bas qui t'a fait ouvrir les yeux sur quelque chose que tu voyais pas il y a quelques années? Raconte un peu comment c'est arrivé. Je dois donner beaucoup de crédit à ma mère. Ma mère m'a toujours impliqué dans beaucoup d'initiatives qui étaient bénévolat, l'accueil Bono à Montréal, dans d'autres choses comme ça. Puis on a toujours été les mains là-dessus, que pour moi, c'était comme une deuxième nature. Mm-hmm. Quand j'étais aux États-Unis au secondaire, j'ai eu beaucoup aussi d'implications dans plein de projets. Puis pour moi, ça a toujours été une facette qui était importante. Tu sais, je suis choyé d'être dans la position que je suis choyé d'être en santé, je suis choyé d'être autour d'une belle famille. Puis c'est pas tout le monde qui a la même chance que moi. Puis des fois, c'est important qu'on regarde pas juste nous-mêmes, mais qu'on s'entoure aussi, qu'on regarde autour de nous, puis comment on peut faire une différence autour de nous. Quand je suis arrivé au Rouge et Or, j'ai vu que les athlètes du Rouge et Or ont tellement de belles plateformes, ils ont une belle influence sur la société. Exact. Pourquoi pas utiliser ça pour faire une différence? Wow. Tu sais, tu vas dans la faculté de médecine, de physiothérapie,
n'importe où sur le campus, ils ont des fondations, des projets, les étudiants s'impliquent. Nous, les athlètes du Rougeard, on est qu'est-ce qui fait rayonner l'université. Ouais. Pourquoi pas utiliser cette plateforme-là, cette visibilité, pour faire une différence? Tu sais, j'étais arrivé là, j'ai parlé avec beaucoup de monde, je suis là en janvier, je connais pas tant de personnes que ça encore. Puis pour moi, chaque personne que je parlais disait « Ah, j'aime beaucoup l'idée, j'aimerais ça t'aider ». Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'impliquer, mais il y a personne qui a pris le pas vers l'avant. Ouais. Puis les gens qui m'ont décidé de m'aider, c'est les personnes qui voulaient faire une différence vraiment concrète. Puis moi, je suis vraiment heureux d'avoir une belle équipe autour de moi. Puis le projet il va juste grossir. Tu sais, j'ai rencontré plusieurs personnes, des gens qui ont des restaurants, des gens qui ont des compagnies qui veulent s'impliquer. Puis ils veulent faire la différence. Puis le peuple québécois, on est un beau peuple, on veut faire une belle différence, mais faut s'aider, tu sais, faut faire une différence, puis prendre le pas vers l'avant. Puis moi, je trouve que cette initiative-là peut faire une grosse différence dans notre société, puis j'ai vraiment hâte à la tradition du genre. Noah, regarde, t'as la stature de carrière, t'as été probablement le leader de tes coéquipiers, donc ça paraît dans ton attitude, mais c'est très impressionnant, donc très impressionné de t'entendre. Merci Puis de voir que tu penses déjà aux autres à cet âge-là, c'est extraordinaire. Regarde, je peux juste te souhaiter la meilleure des chances. Puis les gens qui nous écoutent puis qui veulent donner puis qui veulent s'informer, ben allez sur l'Instagram ou encore le Facebook, de Force Rare. Puis Noah, regarde, félicitations puis bonne saison à toi. Comment ça se présente pour toi? Parce que là, tu es le plus jeune. Est-ce que quelle position tu vas jouer avec le Rouge et Or, finalement? Je joue en défensive maintenant. Une fois que je suis arrivé aux États-Unis, ils m'ont fait faire le switch de carrière à la défensive. Moi, lors de ma dernière saison aux États-Unis, j'ai eu un problème musculaire, l'ischio-jambier. Ça m'a pris 8 mois avant de découvrir le problème. Que dans le fond, depuis novembre, j'ai rencontré plein de spécialistes, puis on a découvert mon problème il y a 3 semaines. Que j'ai eu une opération il y a 3 semaines. Puis là, je suis dans le processus de réhabilitation. Puis c'est au jour le jour, mais... Est-ce que tu vas être rétabli après? Est-ce qu'ils ont trouvé au point où est-ce que tu vas être rétabli à 100%? Oui, c'est vraiment excitant. Et tu joues quoi comme position défensive? Safety, corner? C'est quoi que t'es? Ils appellent ça un nickel, que je suis un hybride entre un demi-défensif et un secondaire. Oui. Oh, oui, bien, très important parce que quand ça blitz, on a besoin de bons nickel. Exactement. Hey, bonne saison, bon rétablissement, puis bonne chance avec tout. Garde, bravo. Très impressionnant de t'entendre. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. OK, à la prochaine. Puis, regarde, c'est ça. On se dit à la prochaine en souhaitant que ça aille bien pour toi puis qu'on puisse reparler encore de Force Rare. Thank you, man. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Donc, on vous rappelle, si vous voulez faire un don, aider la gang à Noah, une gang de jeunes qui veulent s'impliquer dans notre société extraordinaire. Extraordinaire. Allez sur Force Rare, allez sur Facebook ou sur Instagram. Vous allez avoir le lien pour faire un don. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Wow! Nos jeunes. Des fois, on est dur avec les jeunes. Il y a de bons jeunes. Wow. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.